Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, le 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Sommaire de cette édition, éboulement d'un site d'orpaillage à Sabodola. L'accident a fait un mort. Marche de la plateforme Arlignoubok cet après-midi. Guy Marius Sagna et compagnie maintiennent leur manifestation malgré l'interdiction du préfet. Publication du rapport 2017 de l'Agence de régulation des marchés publics, focus sur les dirigeants de structures contractantes abonnés au rapport de la RMP. Dans ce domaine également, la récidive est monnaie courante. Session budgétaire à l'Assemblée nationale devant les députés à l'instant. Le ministre de la Justice, outre l'examen du budget programme du département, il a été beaucoup question de la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Ababakar Sall. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Guinée-Bissau, Nuno Gomes Bambiam apporte son soutien à Umaro Sissoko Embalo. Les deux hommes officialisent leur accord cet après-midi en vue du second tour de la présidentielle de dimanche prochain. La crise en Mauritanie entre l'actuel et l'ancien président, quel impact sur la marche du pays? Nous donnerons la parole à un analyste directeur de publication du site d'information mauritanien Initiative News La France qui dément le chef d'état-major des armées rejette la revendication de l'État islamique dans le crash des deux hélicoptères au nord du Mali ayant causé la mort de 13 soldats français. Rendez-vous Binta Diallo dans quelques minutes pour le développement de tous ces titres. Les titres sport. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Le Sénégal éliminé du mondial de beach soccer. L'aventure paraguayenne s'arrête en quart de finale pour les Lions. Prochaine étape 2021, vous entendrez le capitaine Alseyni Ndiaye. Classement FIFA, le Sénégal toujours en tête dans la zone Afrique, la Tunisie et le Nigeria respectivement 2e et 3e. Et puis c'est officiel, Unai Emery quitte Arsenal après 7 matchs sans victoire. Le technicien espagnol a été limogé. Son adjoint Freddy Ljungberg pourrait assurer l'intérim. Le détail de tous ces titres dans le journal des sports que vous nous présenterez tout à l'heure, Anna Rocha. Série de reportages sur la situation des enfants au Sénégal. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge des enfants victimes de maltraitance. Ce sera dans la deuxième partie du journal. Et puis point de vue sur le dernier rapport de l'Agence de régulation des marchés publics. À l'UNBA et à la mise en onde de ce journal, d'abord cette information donc, un mort et un rescapé. C'est le bilan provisoire de l'éboulement d'un site d'orpaillage dans la commune de Sabodola, département de Saraya. C'est le deuxième éboulement d'un site d'orpaillage en moins de 2 semaines. On se souvient de l'éboulement qui a eu lieu début novembre à Bantako, situé à 30 km de Kédougou, qui avait fait 3 morts et un blessé grave. C'est donc dire que la situation devient de plus en plus fréquente. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. L'ARMP a sorti enfin son rapport 2017. Comme toujours, beaucoup de cafards dénichés, des manquements dans la gestion des finances publiques. Mais l'originalité de ce rapport, c'est beaucoup de récidivistes, cher Omar Anne ou Siredia, entre autres. Mohamed Ali Mouba nous rafraîchit la mémoire. Au marché des irrégularités, Cheikh Omar Anne et Siredia tiennent la palme, médaille d'or. Tenez, sur le dernier rapport de l'ARMP, l'ex-directeur du COUD a été cité encore. En effet, le dit rapport produit par les services de Sahérien a relevé un écart de 120 millions de francs CFA entre ce qu'il a déclaré et ce qu'il a réellement exécuté pour un marché de fourniture de matériel et mobilier de bureau. En 2017, il a été accusé par les enquêteurs de l'OFNAC de fractionnement des commandes dans les marchés, l'octroi de subventions irrégulières, des pratiques de détournement de deniers publics et de faux en usage et usage faux. Outre l'action judiciaire recommandée contre lui, à l'époque, l'OFNAC avait demandé dans son rapport que Cheikh Omar Anne soit relevé de ses fonctions de directeur du COUD et que toutes les mesures soient prises pour qu'il ne soit plus, qu'on ne lui confie plus la responsabilité de diriger un organe public. À l'époque, l'ancien directeur du COUD avait contesté le rapport arguant qu'il n'a pas été contradictoire. Qui de Pape Siredia, qui a géré la poste entre 2012 et 2019. Il ne se porte pas mieux. Dans le dernier rapport de l'ARMP, il tient sa place épinglée pour cumul de fonctions au sein de la commission des marchés en passant par la non-conformité à l'obligation de verser des quotes-parts de 50% sur les produits des ventes des dossiers d'appel d'offres. Tout y passe. Le dernier rapport de l'OFNAC avait constaté les mêmes manquements, accusé de faux usage de faux sur l'acquisition de fournitures
fermeture de bureaux au groupe Post Finance. En effet, les membres de la commission de réception des machines ont procédé à de fausses certifications établissant l'effectivité de la réception de certaines matières. Malgré tout, ces récidivistes restent en poste. Cheikh Oumar Anne est devenu ministre de l'Enseignement supérieur, tandis que Siré Dia a été nommé PCA de la LONASA. Mohamed Ali Mouba en direct dans ce studio, merci. La passation de marché, c'est justement dans ce domaine que le Conseil sénégalais des chargeurs organise actuellement une session de formation à l'intention de ses membres à Mbour. À cette occasion, les chargeurs ont discuté de leur ambition de faire du Sénégal un hub sous-régional et d'atteindre plus d'1 milliard de consommateurs sur l'ensemble du continent africain. Pour cela, il faudra bien sûr lever de nombreuses contraintes. Écoutons Mamadou Ndione, le directeur général du COSEC, au micro de notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo. Au plan logistique, quand même, il y a eu beaucoup d'efforts. Mais le principal défi, c'est des défis liés peut-être au financement des exportations, aux garanties qu'il faut mettre en place pour que nos acteurs puissent, faire intervenir le système bancaire dans le cadre même du financement des exportations. D'ailleurs même, dans le cadre de la FIDAC, le COSEC entend débattre de ce thème. Le reste maintenant, ça relève de l'encadrement. Dans une approche logistique globale, quand je dis logistique globale, c'est construction d'entrepôts dans les régions, mais également créer ce link-là entre les producteurs, les transformateurs, mais également le secteur industriel. Mais notre pays quand même a des atouts incommensurables, notamment dans la perspective de la zone de libre-échange continentale. Mais le Sénégal est en pole position et sous ce rapport, nous allons travailler davantage à créer les conditions, de synergie, n'est-ce pas, des établissements publics, mais également du secteur privé, n'est-ce pas, pour relever les défis. C'est parce que ce qui est important, c'est de placer notre pays en pole position. Nous entrons dans la zone de libre-échange continentale avec 1,2 milliard de consommateurs. Le Sénégal, quand même, a des atouts. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Rendons-nous maintenant à la place Soweto où le ministre de la Justice est devant les députés pour l'examen du budget de son département à l'Assemblée nationale. Les violences faites aux femmes, les cas Karim Wade et Khalifa Sall sont au centre des débats, en sus de l'examen bien naturellement du budget du ministère de la Justice. En direct avec nous, Amadou Sabarba, pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on en est de l'examen du budget du ministère de la Justice et des débats y relatifs? Bonjour Suleiman, actuellement la plénière continue, mais retenez que le projet de budget 2020 du ministère de la Justice connaît une hausse. Il est arrêté à 43 milliards 352 millions 64 711 francs CFA pour être précis, soit une augmentation de 2 milliards 160 millions contre l'année 2019. Plusieurs questions ont été soulevées par la Commission de la Justice de l'Assemblée nationale. Suleiman, il s'agit entre autres la construction des tribunaux à Pikine, Vélingara, Kaffrine et Tivavone. Les députés ont également souhaité le renforcement des ressources humaines et matérielles dans les tribunaux de Sédhiou, Salémata, Mbour et Fatick, mais également la rénovation des lieux de privation de liberté. Les députés ont aussi demandé la réduction du nombre de mandats de dépôt pour une meilleure assistance. Suleymanian, les députés de la commission ont décrié la recrudescence des violences faites aux femmes et ont préconisé la criminalisation du viol et de la pédophilie, avant de demander le rétablissement de Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall dans leurs droits comme le veut la loi. Les députés de la 13e législature ont interpellé le garde des Sceaux sur les conditions de détention de Hissène Habré. Suleiman, c'est ce qu'on peut retenir pour le moment, mais sachez que la plénière continue ici à l'hémicycle. Suleiman. Merci. Amadou Sabarba, restons à l'Assemblée nationale où la députée Aïda Mbodj a donné son avis sur la criminalisation du viol évoqué tout à l'heure dans le sujet de Amadou Sabarba. L'ancienne ministre sceptique, elle attend plus le gouvernement sur l'application. Les propos de Aïssatou Mbodj tout à l'heure à l'Assemblée nationale recueillis par Amadou Sabarba. Apparemment, la cause a été entendue. Le Conseil des ministres qui a suivi votre passage en commission a adopté, je cite,
le projet de loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal avec des chapitres visant à durcir la répression du viol et de la pédophilie et des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Fin de citation. Cela traduit certainement une politique volontariste. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'être sceptiques. Nous attendons l'application. Nous attendons les mesures à prendre. Nous attendons la traduction de cette volonté politique. Monsieur le ministre, il est temps que l'État puisse sévir. Il est temps que l'État sévisse. Et nous attendons cela. Restons avec les femmes pour parler de la lutte contre le sida. La transmission mère-enfant peine à être éliminée. En cause, les acteurs évoquent une résistance sociale et culturelle. Autre obstacle, la réticence des hommes à mettre leurs épouses contaminées sous ARV antirétroviraux. Le directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé, Massogi Tchandoum, était l'invité de RFM Matin. La transmission mère-enfant est une stratégie importante que nous sommes en train de dérouler pour réduire ou éliminer cette forme de transmission-là. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes encore confrontés à des situations où des enfants naissent avec le VIH, où des enfants sont contaminés durant l'allaitement maternel. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement regrettable parce que nous sommes en mesure, nous devrions être en mesure de fermer cette porte-là au VIH. Aujourd'hui, le taux de transmission tourne autour de 3% chez les enfants qui naissent du VIH, ce qui n'est pas normal. En général, beaucoup de pays ont réussi en tout cas à éradiquer ou à fermer carrément cette porte-là. Mais ce qui fait qu'il y a encore des enfants qui naissent avec le VIH ou qui sont contaminés durant l'allaitement, c'est qu'on est confronté à des résistances sociales et culturelles au niveau de certaines zones où les femmes qui sont dépistées positives ne reviennent pas pour qu'on puisse les mettre sous ARV, faire en sorte que l'enfant ne soit plus infecté. L'autre problème aussi qu'on a, c'est qu'il y a la réticence des hommes. Parce que quand dans un couple, on diagnostique une femme enceinte pour lui annoncer qu'elle a le virus du sida et qu'elle en parle à son mari, il y a des réactions qui arrivent souvent chez le mari qui consistent même à dire à la dame il ne faut plus mettre les pieds dans ce centre de santé-là, etc. Donc ça, c'est des résistances auxquelles nous sommes confrontés qui fait que les femmes vivant avec le VIH qui sont porteurs d'enfants ne sont pas suivies comme elles devraient l'être. Et ça, c'est quelque chose sur lequel véritablement nous sommes en train de travailler, de sensibiliser pour que véritablement, dès la première CPN, qu'on puisse faire le test du VIH et si la femme est positive, qu'on puisse mettre en place des mesures pour encadrer la femme, la mettre sous ARV, la suivre correctement jusqu'à la naissance du bébé. Sans transition, parlons de la maltraitance des talibés et de la manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Au sujet de la maltraitance des enfants, avec cette sortie qui risque de faire polémique du représentant du Khalife général des Mourides à Kaolack qui se prononce sur les talibés enchaînés. Il estime que d'autres pratiques punitives pour corriger les talibés dans les daras peuvent être appliquées, pourquoi pas des grilles à la place des chaînes ou menottes, suggère-t-il. Sur la hausse attendue du prix de l'électricité, il demande aux protestataires de faire preuve de lucidité et de retenue. Ibrahim Djamé. Serigne Babakar Mbaké Moukaparo se rappelle son passage en tant que talibé dans les daras. Le guide religieux qui dit avoir bien connu cette forme de punition par monote indique tout de même qu'avec l'évolution des sociétés et des mentalités, on doit pouvoir trouver d'autres formes de punition beaucoup plus acceptées dans les daras. Les choses ont tellement évolué qu'il faille trouver d'autres méthodes de punition à l'intérieur des daras. Pourquoi pas aménager des grilles dans les daras pour punir les talibés qui doivent l'être? En tout cas, pour moi, c'est une façon de les corriger sans procéder à l'usage des chaînes. J'imagine que c'est une méthode qui peut donner des résultats escomptés. Le guide religieux qui faisait face à la presse s'est aussi prononcé sur d'autres questions d'actualité, notamment celles relatives à la hausse du prix de l'électricité. Il appelle ainsi les protestataires au calme et à l'apaisement. Ils ont le plein droit de protester à travers des marches, mais je souhaite que tout se fasse dans le calme, la paix et la sérénité. C'est vrai que cette hausse sera durement ressentie par le consommateur, mais j'appelle tout le monde à la retenue. Le président Macky Sall est un travailleur, de même que celui à qui il a confié cette société. Serigne Babakar Mbaké Moukabaro, représentant des Mourides à Toubandorong Kaolack, a fait face à la presse chez lui. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Justement, parlons de la hausse du prix de l'électricité avec la manifestation prévue cet après-midi
par Guy Marius Sagna et ses camarades de la plateforme Arlignubok. Guy Marius Sagna et ses amis qui maintiennent leur itinéraire malgré l'interdiction du préfet de Dakar. Ils vont marcher de la place de l'Obélisque au palais de la République, disent-ils. Guy Marius Sagna, interrogé par Georges Déthié-Diop. Nous refusons que le président Macky Sall ose nous regarder dans les yeux et nous dire que pour seulement 12 milliards de francs, il va augmenter le prix de l'électricité. Alors que l'argent qu'il distribue à ses militants quotidiennement, qu'il distribue aux agences aussi inutiles que budgétivores, à des institutions comme la HCCT, mais également l'Assemblée nationale, qui en fait sont en train de parasiter nos ressources, cet argent-là dépasse largement les centaines de milliards. Donc il y a suffisamment d'argent pour subventionner tout, y compris l'électricité. C'est pourquoi, malgré que le préfet nous a demandé de marcher entre la place de l'Obélisque et la RTS, nous comptons manifester comme prévu pour dire au président de la République, Macky Sall, que nous refusons cette hausse et que nous lui demandons de revenir sur cette hausse, de revenir sur cette décision. Parce que les Sénégalais sont fatigués, la santé coûte cher, l'éducation coûte cher, le ciment coûte cher, le loyer coûte cher. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'en plus de tout cela, que l'électricité soit augmentée. Mais allez-vous vous conformer à l'itinéraire proposé par le préfet? Nous avons dit que nous allions marcher de la place de l'Obélisque au palais présidentiel. Nous lui avons proposé une solution de sortie de crise. Nous lui avons dit, monsieur le préfet, laissez-nous donc manifester devant la direction générale de la Sénélec. Le préfet, qui nous a montré qu'il est le préfet d'une famille, a refusé. Comme il a refusé, il montre sa mauvaise volonté. Il montre le préfet d'un parti et d'une coalition. Nous allons manifester conformément à notre trajet, place de l'Obélisque, palais présidentiel. Les maires de la région de Diourbel, eux, en veulent au ministre de l'Élevage parce qu'ils ont été écartés hier de la cérémonie marquant la journée nationale de l'élevage. Ils ont tenu une rencontre avec la presse ce matin pour crier leur amertume. Abdou Diagne, leur président, au micro de Babacar Diouf. Une humiliation, je pourrais dire, que les maires de la région ont subi hier lors de la journée nationale de l'élevage. Humiliation, oui, parce que un maire qui a été repoussé, chercher des lieux devant ses administrés, moi je considère ça comme une humiliation. Parce que moi je ne comprends pas l'attitude du ministre qui, après la région de Diourbel, a mobilisé, a jalonné, a rempli les lieux par des militants, des fervents militants et des éleveurs du président de la République. Il a pris l'initiative de confisquer les cartes d'invitation. Aucune autorité administrative de la région ne pouvait nous se prononcer des cartes d'invitation. Et ce qui nous a fait très mal, nous les élus, on nous a chassés. Et devant nous, des jeunes, des femmes sont en train de distribuer des cartes d'accès alors que les maires ne pouvaient pas en bénéficier. Je pense que ça, c'est une humiliation et un manque de considération aussi notoire envers son collègue ministre à la personne de Dame Diop. Parlons maintenant de Mamadou Gassama et Lansana Bathily, deux jeunes Maliens devenus des héros à Paris après avoir secouru des Français. Un an après leur acte, ils reviennent sur leur nouvelle vie, la cohabitation avec les Français et leur nouveau statut au sein de la société. Ils nous ont rendu visite ce matin, Salimata Aou. Les vidéos de leurs gestes spectaculaires ont fait rapidement le tour du monde. Mamadou Gassama avait escaladé à main nue la façade d'un immeuble pour sauver in extremis la vie d'un enfant suspendu dans le vide. Depuis lors, la vie de Mamadou Gassama a connu une nouvelle tournure. La chose qui ça m'est compliqué un peu, c'est les langues. Parce que les Français, je peux parler, mais pour écrire aussi, pour être un pompier, il faut que tu as dit tout quoi, diplôme, tout. Mais Dieu merci, c'est bon Dieu qui m'a donné l'essence. Mais je me débrouille à l'école. Là, moi, je peux dire maintenant ma vie, c'est l'école et pompier. Bon, je peux dire ça, c'est changé ma vie. Parce que j'ai reconnu, ça c'est quelque chose. Comme ça, avant, comment je marche, c'est pas comme maintenant. Quand je marche souvent, il faut que je me casse. Son compatriote, Lansana Bathily, a été distingué suite à la prise d'otage du 9 janvier 2015. Il milite dans une association d'œuvres humanitaires. Selon le jeune Malien de 29 ans, les Français oublient vite. Tu sais, les Français, ils oublient vite. Tu fais un acte aujourd'hui, demain. Moi, je crois que c'est la mentalité française. C'est compliqué, mais voilà. Mais en tout cas, nous, on est respectés. Par contre, tout ce qu'on avait fait, la geste,
on est respecté, mais malgré ça, c'est vrai, il y a les critiques, hein, mais un peu moins. Voilà. Moi, je suis devenu maintenant... je suis éducateur sportif. Leurs vies ont changé. Dans la rue, ils sont sollicités pour des photos naturalisées. Ils mènent leur activité tout en ayant des projets pour leur pays. J'ai amené beaucoup de matos scolaires au Mali. J'ai construit aussi un château d'eau dans mon village. À mon projet, je voulais créer mon association et je voulais faire un film aussi. Les deux Maliens sont au Sénégal pour un festival soninké. Ils en profitent, disent-ils, pour se ressourcer avant de retrouver leur boulot à Paris. Bonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Guinée-Bissau d'abord, les alliances se dessinent en vue du second tour de la présidentielle. Nuno Gomes Nabiam a décidé de soutenir Umaro Sissoko Embalo, arrivé deuxième à la présidentielle en Guinée-Bissau. Les deux hommes officialisent leur accord cet après-midi. Embalo bénéficie encore des soutiens du PDGB, d'APU et du PRS, troisième force politique de la Guinée-Bissau. Le second tour est prévu dimanche prochain entre le candidat du PAIGC Domingo Simoes Pereira et Umaro Sissoko du MADEM G15. Alors, autre aspect de l'actualité internationale dans la sous-région République de Guinée, les leaders du FNDC remis en liberté provisoire. Ils avaient été condamnés le 22 octobre dernier à des peines de prison ferme. Les leaders du FNDC viennent donc de bénéficier d'une liberté provisoire. Leur procès en appel a été ouvert hier à Conakry. Les 10 membres du FNDC avaient participé à une manifestation contre un éventuel troisième mandat du président Condé. Crise en Mauritanie, quel impact sur la marche du pays? Entre les présidents Ghazouani et Ould Abdelaziz, un secret de polichinelle que rien ne va plus, une tension qui aura certainement un impact négatif sur la marche du pays. Nous avons recueilli le point de vue du directeur de publication du site d'information mauritanien Initiative News, Kissima Diagana, au micro de Mohamed Diop à Nouakchott. Tout semble en tout cas montrer que entre les deux hommes, c'est la rupture. D'ailleurs, à la veille juste de ce fameux 28 novembre, à Akjoust, le président Mohamed Ghazouani a pris la mesure de limoger le commandant du BASEP, qui est le bataillon de la sécurité présidentielle. Et cela montre un peu qu'il n'y a plus de confiance entre ces deux hommes. Et ce qu'il faut craindre pour ce pays, c'est que Mohamed Abdelaziz a quand même été un homme très influent dans ce pays durant au moins 12 ans. Donc aujourd'hui qu'il revient et qu'il préside les instances dirigeantes du parti UPR qu'il a fondé, c'est vrai, et qu'il y ait déjà des confusions au sein même du gouvernement et du Parlement. Tout cela montre que le pays risque de plonger, en tout cas dans une situation d'indélicatesse, encore une fois, dans son histoire. Expulsion d'un diplomate européen du Bénin, l'UE joue la carte de l'apaisement. Olivier Net doit quitter Cotonou ce dimanche, mais l'UE cherche à jouer la carte de la diplomatie. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique vont reformuler une demande d'explication auprès des ambassadeurs du Bénin. Une première demande d'explication, selon l'Union européenne, a été envoyée aux autorités béninoises, mais sans aucune réponse. La France apporte un démenti à l'État islamique. L'EI avait revendiqué le crash des 2 hélicoptères accident qui avaient causé la mort de 13 soldats français. Le chef d'état-major des armées françaises, ce matin sur RFI, a rejeté cette revendication de l'État islamique Diouma Diouf. Le chef d'état-major des armées françaises, François Lecointre, dément fermement les affirmations du groupe État islamique au Sahara. Selon lui, la collision entre les 2 hélicoptères français n'est pas due à des tirs ou à une action djihadiste qu'il combattait. Le général a déclaré que les enquêtes sont en cours et que les boîtes noires vont être exploitées pour avoir les détails précis de la manière dont sont morts ces soldats. François Lecointre a aussi ajouté que la France n'a pas l'intention de se retirer du Mali. La présence française au Mali reste indiscutable, mais la France a besoin de soutien, conclut le général François Lecointre, chef d'état-major des armées. Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Point de vue tout à l'heure, nous discuterons du dernier rapport de l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP. Nous en parlerons avec Eliman Khan, président de l'Ex-Africa, Leadership, éthique, gouvernance et stratégie.
Mamadou Mignane Diouf également sera avec nous. Il est du Forum social sénégalais. Bonjour et bienvenue à vous, Anna Rocha. Merci beaucoup, Souleymane. Mondial Beach Soccer, fin de parcours pour les Lions. Le Sénégal a été battu par le Portugal, l'un des favoris de la compétition. C'est la 4e fois que les Sénégalais s'arrêtent à ce stade dans un mondial. Résumé de la partie avec notre envoyé spécial à Asunción au Paraguay, Soda Thiam. Le Portugal met fin au rêve des Lions du Sénégal, une qualification historique en demi-finale. Et pourtant, les protégés de Ngala Sylla ont bien entamé le match en ouvrant le score juste après 2 minutes 15 secondes de jeu par l'entremise du défenseur Mamadou Sylla. Mais il a fallu juste 5 minutes aux Portugais pour qu'ils retrouvent le chemin des fils des Lions. Ensuite, sur une attaque portugaise, Lassana Diassi, voulant dévier le ballon, le met malheureusement au fond des filets de Alseyni Ndiaye. Sur ce, les Lions du Sénégal ont confondu vitesse et précipitation. Mais avec l'expérience des Portugais, ces derniers en profitent pour enchaîner 2 autres buts. Et le but de Raoul Mendy, juste en fin de partie, n'a pas pu empêcher la défaite du Sénégal, synonyme d'élimination. Ainsi, les Lions du Sénégal ratent le dernier carré pour la 4e fois. Si l'aventure s'arrête pour les Lions du Sénégal, c'est aussi le cas du tenant du titre. Le Brésil a pourtant ouvert le score à la 46e seconde, devançant même la Russie. Mais les Russes se ressaisissent vite pour enchaîner les buts égalisés avant que Ramnov signe son doublé de la partie qui permet à la Russie de retrouver les demi-finales. Et le Brésil, tout étonné, plié bagage. Pour les autres quarts de finale aussi, l'Italie a éliminé la Suisse avec 1 point d'écart. Idem pour le Japon face à l'Uruguay. Pour les demi-finales, on aura comme affiche Italie, Russie, Japon, Portugal. Les rencontres vont se jouer le 30 novembre. Soda Thiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Demi-finales donc qui vont se jouer demain samedi. Pour revenir au match des Lions, c'était un jour sans, reconnaît Alseyni Ndiaye, le capitaine des Lions. L'objectif était d'arriver en demi-finale justement. La prochaine étape 2021 et la préparation commence dès aujourd'hui. On écoute Alseyni Ndiaye au micro de Soda Thiam. Alhamdulillah, d'abord on remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, je pense que ce n'était pas notre jour. Vu qu'aujourd'hui, si vous voyez le deuxième but qu'on a engagé, on a marqué notre camp. Donc aujourd'hui, je vous dis que c'était un jour sans. Donc on était pressé aussi de marquer parce qu'à 2-1, on pouvait attendre. Mais on était pressé de marquer sur corner. Toute la défense a monté et ils ont fait une contre-attaque pour nous marquer un 3e but alors qu'on pouvait attendre parce que le temps restait beaucoup de minutes. Mais malheureusement, c'est ainsi le foot. On va reprendre le travail. Donc c'est bien vrai que c'est dur. Donc on s'excuse devant le peuple sénégalais parce qu'on voulait atteindre notre objectif qui était les demi-finales. S'excuser aussi auprès de la Fédération sénégalaise pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Mais malheureusement, le dieu du football n'était pas avec nous. Donc on va continuer le travail pour les séances de 2021, Inch'Allah. Alseyni Ndiaye, le capitaine des Lions du Beach Soccer, donc pour le tableau des demi-finales qui vont se jouer demain samedi. L'Italie fera face à la Russie. Le Japon va affronter le Portugal, le tombeur des Lions. Sur le classement FIFA du mois de novembre, pas de changement pour le peloton de tête. Le Sénégal occupe toujours la première place dans la zone Afrique. La Tunisie gagne 2 places et se maintient au 2e rang, juste devant le Nigeria. Les champions d'Afrique en titre, l'Algérie. Les Fennecs d'Algérie restent à la 4e place en Afrique. Pour le classement mondial, la Belgique est en tête devant la France et le Brésil. Unai Emery n'est plus le sélectionneur d'Arsenal. La décision des dirigeants du club anglais est tombée ce matin. Le technicien espagnol était en poste depuis 1 an et demi. Certains noms circulent déjà pour le remplacer. Selon la presse anglaise, Freddy Ljungberg est favori pour lui succéder donc. L'ancien joueur fait partie du staff technique des Gunners, mais ce ne serait qu'une option provisoire. Arsenal est sur une série de 7 matchs sans victoire. Dernière défaite en date hier soir en Europa League face à Francfort. 2-1. Pour terminer, un mot de karaté avec le tournoi international prévu demain à Saint-Louis. Une première édition qui aura lieu au complexe sportif Didier Marie du quartier sud de Dundar avec 200 combattants du Sénégal et de la zone 1 de l'Afrique de l'Ouest. Des officiels sont déjà sur place. Les organisateurs du Sor Karaté Club appellent les autorités à les soutenir. La correspondance de Nabissila. Pas moins de 50 officiels et 200 karatékas sont attendus pour la première édition du tournoi international de karaté de Saint-Louis. Maître Nafissatou Diop, ceinture noire et formatrice,
Assor Karaté Club est la présidente du comité d'organisation. Voilà, comme c'est une première édition qui a été initiée par des anciens sociétaires de Assor Karaté Club vivant à l'extérieur, en Italie, on a prévu de recevoir des combattants de tous les dojos du Sénégal et des combattants de la sous-région. Le karaté à Saint-Louis se porte très bien, d'autant plus que depuis une vingtaine d'années, on a des titres continentaux avec nos combattants. On a pu avoir différents titres en comité et en kata. Le karaté se porte bien. Ce sera un événement à répéter annuellement avec l'appui de la fédération de karaté et l'appui aussi de nos internationaux. Toutefois, le comité d'organisation espère un soutien de la part des autorités pour réussir cette première sortie qui se veut un coup de maître. Certes que nos initiateurs vivent en Italie et ils se sont occupés depuis un certain temps de tout ce qui peut être médaille, coupe, ce qui peut redorer, gratifier, décorer les champions, les combattants, mais l'organisation en tant que telle qui doit se faire à Saint-Louis par rapport à l'hébergement, par rapport à la restauration, parce qu'on va recevoir beaucoup de combattants. Donc du coup, on a sollicité l'appui de toutes les autorités à Saint-Louis. Déjà, certains officiels commencent à arriver dans la ville en même temps que des clubs venus du Sénégal et de la sous-région. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Merci Nabissila, c'est la fin de cette page des sports, Souleymane. Merci à vous également, Anna Rocha. RFM, reportage. Fin aujourd'hui de notre série de reportages sur la situation de l'enfance au Sénégal à la lumière bien terne, il faut le dire, des sévices infligés à des pensionnaires d'un dara à Ndiagne dans la région de Louga. Pour une meilleure prise en charge des enfants victimes de maltraitance, les acteurs prônent la synergie d'action pour éviter que ces victimes sombrent dans le noir. Cependant, les autorités doivent mettre en place des infrastructures devant les accueillir, estime-t-il. Pabalagui. Victimes de toutes sortes de violences, une meilleure prise en charge des enfants est d'une importance capitale à l'heure actuelle. Président de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant, François Raoul Latouf juge qu'il est nécessaire de coordonner les actions pour mieux répondre à cette situation. Ce n'est pas une seule organisation, c'est toutes les organisations qui doivent se mettre ensemble d'abord. Au niveau de la société civile, on doit pouvoir se retrouver avec l'ensemble des partenaires. Quel que soit maintenant le type d'enfant qu'on rencontre, que ce soit un enfant qui est en situation de rue, un enfant qui vient d'un dara ou pas, mais les gens utilisent le mot dara le plus souvent par rapport à cette question. Donc je pense que pour cela, il est bon de rencontrer aujourd'hui les autorités religieuses par rapport à cette question. Sociologue Djibi Diakhaté ne passe pas par 4 chemins. Selon lui, l'une des solutions majeures reste la collaboration des familles. Donc il faut à ce niveau-là qu'il y ait un accompagnement réel de la famille, mais il faut penser aussi à des espaces de prise en charge et de protection que l'État mettrait en place au profit des enfants en situation de difficulté. Parce que le risque, c'est que si ces enfants ne sont pas sur le plan psychologique, sur le plan social, suffisamment pris en charge par un environnement qui est un environnement protecteur, plus tard, l'enfant pourrait reproduire ce type de maltraitance qu'il a vécu. Donc cela veut dire évidemment qu'on risque d'avoir une sorte de prolongation de la maltraitance d'une génération à une autre, parce que précisément cette chaîne n'a pas été rompue. Une prise en charge des victimes de maltraitance a un coût, tient à signaler le président de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. Raoul Latouf pense que les politiques entreprises jusque-là n'ont pas atteint les objectifs fixés. La question de la prise en charge de l'enfant a un coût. Maintenant, il y a aussi la question de la responsabilité des parents, parce que ce sont ces parents-là qui remettent des enfants à des personnes qui ont en charge une certaine forme d'éducation. Et cette forme maintenant d'éducation, si elle n'est pas prise en charge par l'État dans sa politique, ça pose des problèmes. La récurrence de la maltraitance des enfants, un constat, les acteurs prônent la sensibilisation, une meilleure façon de protéger cette couche vulnérable. Presse du jour, lui, est commenté par Georges Détidiop. Ça va faire débat. Le rapport 2017 de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Presque tous les journaux s'en font l'écho ce matin. Le rapport fait état de plusieurs failles et manquements dans la passation des marchés. Des ministères, directions, entre autres, épinglés. Le journal Enquête souligne d'emblée que malgré des avancées, les autorités contractantes continuent de passer la plupart des marchés publics par entente directe et surtout DRP, demande de renseignement de prix. Plusieurs irrégularités donc
signalés, en atteste le titre du journal Le Quotidien. Au marché des irrégularités, mon confrère cite le COUD, l'APIX, la CDC, la Caisse de dépôt et des consignations. Ce que confirme l'observateur qui a visité le site de l'ARMP. Quelques détails rapportés par mon confrère Muntagassi, les 2 milliards de francs CFA de dépassement et les états financiers non certifiés. La délégation générale à la solidarité nationale bouffe 1 milliard de francs CFA en riz. Cheikh Omar Anne, le marché de mobilier de bureau et l'écart de 120 millions de francs CFA. À la ville de Dakar, le décompte est une facturation de 30 jours transmis le lendemain de la notification du marché. Les Échos s'arrêtent sur les cas de la Poste, de la mairie de Kaolack où Maria Massar viole toutes les règles des marchés publics et se classe dans la catégorie pas satisfaisante. Du coude avec Cheikh Omar Anne et un marché estimé à 140 millions de francs CFA, mais attribué à 19 millions d'Esley. Les Échos fait aussi état de gros cafards et énormément de manquements notés à la LONASE. La RTS n'est pas épargnée selon Source A. Là-bas, l'ARMP parle d'existence de marchés passés hors procédure de passation des marchés pour un montant de 100 653 655 francs CFA TTC. Et rien que les travaux d'entretien sur véhicules, d'achat de batteries et de pneus de Racine Tala ont culminé un peu plus de 66 millions de francs CFA. Autre manquement noté par Libération, un curieux dépassement de 2 milliards de francs CFA sur le marché du terre. Des incertitudes autour de 499 millions de francs CFA à l'ONAS, le ministre Matarba qui consulte des quincailleries pour une formation en marché public. Alioune Ndoye qui engage un vendeur de matériel informatique pour réhabiliter la salle de délibération de la mairie de Dakar Plateau. Libération fait aussi état de révélations accablantes contre la SDE à propos du contrat d'affermage. Enquête résume que 139 milliards de francs CFA sont dépensés par entente directe et 1406 milliards par appel d'offres. Le journal relève, il faut le souligner, que les auditeurs ont vilipendé la loi de Macky Sall qui exclut la CDC du code des marchés. 100 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA qui n'ont rien à voir avec le rapport de l'ARMP. C'est ce que Abdoul Mbaye réclame à Madiambal Diagne si l'on se fie au journal Les Échos. Mon confrère rapporte que devant le juge correctionnel de Dakar où il a été traîné par l'ancien premier ministre, Madiambal Diagne a traité Abdoul Mbaye de menteur invétéré. L'administrateur du groupe Avenir Communication ainsi que le directeur de publication du journal Le Quotidien comparaissaient pour diffamation. Quant à Cheikh Mbacké Guissé, directeur de publication de Libération, qui n'a pas déféré à la convocation du juge, il est poursuivi pour complicité de diffamation. Les avocats de Abdoul Mbaye ont réclamé à titre de dommages et intérêts 100 millions de francs CFA à Madiambal Diagne, délibéré le 12 décembre prochain. Le 4, le tribunal de Louga va rendre son verdict dans l'affaire des talibés de Ndiagne. Lors du procès des maîtres coraniques avait mis à sac le tribunal. Le ministre de la Justice est formel sur la question et ses propos sont à la une du quotidien LAS. Maître Malick Sall déclare que les auteurs seront identifiés et punis. À la une de Vox Populi, une tragédie à Pikine, rue 10 Gazelle. Une vieille de 75 ans tuée dans une bagarre entre deux jeunes. De sa maison, Adja Ndeye Diagne avait reçu une grosse pierre lancée par un des protagonistes depuis la rue. L'un des deux jeunes arrêtés par la police, l'autre est en fuite, précise le journal Vox Populi. Sport pour terminer, Jean-Pierre Papin parle du ballon d'or dans le quotidien Record. Selon l'ancien attaquant français, Sadio Mané serait un beau lauréat. Sadio Mané qui est à la une du quotidien Stade. Il est question de ses buts, des records qu'il a battus, de son impact dans le jeu. 74 buts en 172 matchs de Première Ligue, 44 buts du droit, 20 du gauche, 10 de la tête. Stade résume Mané, une palette technique hors norme. À vos kiosques et bonne lecture. Bienvenue. À Point de vue, nous discutons aujourd'hui du dernier rapport de l'Agence de régulation des marchés publics, le rapport 2017. Et pour en discuter, nous sommes en ligne avec M. Eliman Kane, président de Leadership, Éthique, Gouvernance et Stratégie, Lex Africa. Eliman Kane, bonjour. Bonjour Suleiman. Mamadou Mignane Diouf est également en ligne. Il est l'un des responsables du Forum social sénégalais. Mignane Diouf, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, chers amis, Eliman Kane, votre première réaction à brûle pour point, disons, après la publication de ce rapport 2017 de l'ARMP? Ma première réaction, c'est que voilà, c'est juste, ça devient une rengaine, tu vois, c'est toujours chaque année, maintenant avec quelques années de retard,
qu'on a des rapports qui nous disent presque la même chose sur la façon dont est géré nos deniers publics. Et comme vous le dites aussi, qu'on voit même qu'il y a des récidives qui se font et sans coup férir. Vous savez, pour nous, c'est assez désolant parce que nous sommes témoins quand même de tout le travail qui a été fait pour permettre la réforme des marchés publics au début des années 2000, qui a donné naissance à l'ARMP en 2006. Et l'ambition était véritablement d'aller vers une gestion des deniers publics rigoureuse. Et voyez-vous, l'ARMP a été même une révolution à l'époque parce qu'on a appliqué ce qu'on appelle le pacte d'intégrité, qui a mené même l'État à s'ouvrir d'autres acteurs comme le secteur privé et la société civile, et de façon tripartite, donc et paritaire, c'est-à-dire le même nombre de représentants, pour assurer la transparence dans la gestion de cet outil, de cet organe donc de bonne gouvernance. Malheureusement, il faut dire que d'année en année, l'autorité de régulation des marchés publics a moralement perdu de son autorité, justement. En tout cas, son autorité s'est affaiblie. D'abord pour des questions internes. Si vous voyez maintenant que l'ARMP, il y a un problème de légitimité qui se pose parce que sur le renouvellement même du directeur de l'ARMP, dont le mandat a été fini depuis longtemps, mais qui est imposé et qui est resté quand même, qui n'a même pas démissionné pour permettre à ce que la structure reste durable sur donc sa véritable mission. Et donc ça affaiblit déjà. Ensuite, la façon dont les rapports sont présentés aux Sénégalais, on ne peut pas avoir des rapports aussi scandaleux avec des pratiques quand même qui se pérennisent et on nous dit que voilà, machallah, le Sénégal, les fonctionnaires font maintenant des efforts importants, que maintenant il y a une bonne maîtrise des passations. On évoque des avancées notamment par rapport au marché passé par entente directe. Oui, mais attendez, ce qui est important, c'est-à-dire ça c'est en termes de valeur, mais ce qui est important, c'est les pratiques. Voyez-vous, 45% encore de ces marchés-là sont donnés par des RP. Donc, ce qui veut dire que les pratiques, c'est ça qui est important. C'est-à-dire les comportements des acteurs qui ont à charge donc de manipuler ces marchés, qui sont rien d'autre que l'exécution des dépenses publiques, donc qui utilisent les deniers publics, qui utilisent donc l'argent du contribuable sénégalais. J'aimerais entendre Mamadou Mignane Diouf là-dessus, justement. Mamadou Mignane Diouf, quel est votre point de vue, vous, sur ce rapport ? Merci, je vous remercie et je salue mon cousin Eliman. Mes premières impressions aussi sont ce que Eliman vient de dire. D'abord, le retard dans la publication des rapports. 2017, nous sommes en 2019. On peut considérer l'illégitimité désormais d'une équipe dont le mandat est fini et qui n'a pas été renouvelée ou remplacée. Ça pose des problèmes pour une structure qui veut réguler et mettre la pression nécessaire sur ce qui doit être fait dans la légalité des marchés. Mais ensuite, un sentiment aussi d'abus d'autorité qui se répète depuis bientôt quelques années et qui fait donc que de plus en plus, on peut dire en gros que le rapport, comme je l'ai entendu ce matin dans un organe de presse, le rapport de l'ARMP a publié vraiment un rapport bidon, tardif, et qui ne nous encourage pas ou qui ne nous met pas en confiance dans les changements attendus pour une meilleure bonne gouvernance et une meilleure gestion à la fois de nos biens et de nos ressources naturelles. Ça pose vraiment un gros problème. Et si chaque année, on se rend compte que non seulement pas les rapports sont publiés avec retard, mais reviennent sous le même format, avec tout ce qui est dépensé comme argent pour que l'équipe de la RMP, dans l'équipe, puisse fonctionner dans les délais et nous publier des choses, mais qu'on constate aussi que les mêmes personnes souvent sont épinglées d'une année à une autre, d'un rapport à une autre, sans que cela ne puisse être sanctionné par des mesures rigoureuses. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de l'espoir de penser ou de considérer que l'ARMP, qui devait donc réguler les marchés, puisse arriver à nous aider à aller vers une meilleure gouvernance, une meilleure gestion des clauses qui gèrent ou qui régulent les contrats de nos ressources et de nos biens.
Alors, Eliman Khan, l'une des conséquences justement de ce retard, c'est que certaines parmi les responsables des autorités contractantes épinglées dans ce rapport ont changé de poste ou de responsabilité. Le cas le plus emblématique étant celui du ministre Anne, qui était au coude pendant la période de contrôle et qui est actuellement ministre. Quelles sont les mesures que vous préconiseriez pour que justement des mesures soient prises, efficaces et qui empêchent ce genre de choses? Oui, mais là, vous posez le problème de l'impunité. Tu sais, le véritable problème qu'on a pour la gouvernance dans ce pays, c'est l'impunité. Tant que les organes de contrôle et les organes de régulation produisent des rapports, même s'ils sont publiés, et que tout le monde sait que effectivement les pratiques de malversation continuent à se perpétuer dans ce pays et que rien ne se passe. Et donc c'est justement ça qui est dramatique, qui est même à la limite criminelle, voyez-vous, parce qu'on parle de deniers publics qui peuvent être utilisés pour faire des écoles et pour soigner des malades, éviter des gens de mourir. Voyez-vous, l'impunité est donc au cœur de notre problème. Et ça, il faut aller plus loin, parce qu'il faut qu'on analyse le système qui permet cette impunité. Parce que c'est comme si ces personnes sont placées à des postes importants de direction où il y a des budgets importants à manipuler, et donc pour qu'il y ait une sorte de connivence avec d'autres types d'intérêts, que ce soit des intérêts personnels ou bien familiaux ou bien politiques. Et donc ces gens-là, on dirait que de façon en sourdine, ils sont plutôt félicités, alors que donc il y a des pratiques de malversation sur les deniers publics. Ce qui justifie effectivement que certains progressent dans leur carrière, ils sont directeurs, aujourd'hui ils sont devenus présidents de conseil d'administration ou bien ministres, etc. Mais je pense que ça ne sert à rien de personnaliser, de dire tel. Non, c'est des pratiques qui se passent un peu partout dans notre pays. Justement, au-delà des personnes, c'est surtout une certaine catégorie d'autorités contractantes qui réapparaissent, qui sont abonnées à ce rapport. C'est le COUD, c'est la LONASE, c'est un certain type d'organisation, d'autorité contractante. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que c'est lié de façon intrinsèque à la nature de ces organisations? Est-ce dû au fait que d'autres organisations qui pourraient être épinglées se sont soustraites du contrôle de l'ARMP en devenant notamment des sociétés anonymes? Oui, c'est des niches de flux financiers importants qu'il y a dans ces institutions-là. Mais on se rend compte qu'également, la plupart du temps, ce sont des acteurs politiques très en vue qui dirigent ces institutions-là en même temps et qui font beaucoup de largesse, beaucoup d'activités, donc clientélistes, etc. en même temps. Ça, nous l'observons au quotidien. Donc, c'est ce qui nous fait soupçonner, effectivement, cette connivence entre les intérêts politiciens, je veux dire, et également, donc, le choix de ces personnes qui dirigent ces institutions-là où il y a des risques de manipulation, donc de deniers publics d'une somme importante. Très bien. Alors, dernière question à Mamadou Mignane Diouf pour l'avenir. Quelles sont les réformes, d'après vous, qu'il faudrait apporter? Parce qu'il faut le dire, les autorités contractantes, le gouvernement d'ailleurs en général, lui-même se plaint parfois de ce que les procédures de passation de marché constituent un goulot d'étranglement dans, la mise en œuvre, l'exécution des projets. Est-ce qu'il ne faudrait pas apporter une réflexion pour justement ménager le chou et la chèvre, c'est-à-dire préserver nos deniers publics tout en laissant ce que certains appellent cette flexibilité opérationnelle qui permette quand même de travailler vite et bien? Oui, je pense que c'est pour tout ça que le processus a été lancé à l'époque de réformer le mécanisme et d'avoir une agence de régulation. Une administration aujourd'hui, à l'ère de la cybernétique et des inforoutes, doit être capable, dans les délais requis, de travailler même à distance entre Ndiongolor et Dakar par un mécanisme huilé de l'Internet pour traiter les dossiers par téléphone, pour aller vite et suivre un processus tout à fait rapide et transparent qui permet à la fois de garder la rigueur et le contrôle sur le marché et d'aller vite comme le fast-track si on le veut. Le problème, c'est que ce qui se passe le plus souvent,
il y en a qui n'ont pas intérêt du tout que les choses soient transparentes. Et c'est là qu'il faut donc, dans ce qu'il y a à faire, comme vous dites, dans l'avenir, c'est de sévir. Encore une fois, sévir et toujours sévir quand il s'agira à chaque fois de manquements importants dans la signature de ces contrats sur les biens et les ressources du pays. Mais à mon avis, si on veut aller vite, si on veut être transparent, si on veut respecter les normes, volontairement on peut le faire si la volonté politique elle est là. Tout le reste, c'est vraiment du je m'en foutisme, excusez-moi. Tout le reste, c'est en vérité parce qu'on ne veut pas que les choses soient transparentes, qu'on fait de la bureaucratie lente, qu'on fait souvent des détournements de principes de formulation des marchés et qu'on veut prétexter certains arguments pour faire du gré à gré ou pour pouvoir ne pas justifier la possibilité donc de suivre la façon dont ces marchés puissent être demain signés. Mais à mon avis, c'est une question de volonté politique. Merci à tous les deux. Elimane Kane, président de l'Ex-Africa, et Mamadou Mignane Diouf du Forum social sénégalais. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof, point de vue en Wolof Gis. Merci d'avoir écouté ce journal qui arrive à son terme à 12h51. Merci.